Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons l'une des plus belles matières du droit sénégalais, la procédure pénale. Nous avons déjà vu l'organisation judiciaire pénale dans notre vidéo sur les institutions judiciaires. Dans cette vidéo, nous disséquerons le cheminement procédural du procès pénal de son déclenchement jusqu'à son dénouement, en passant par son déroulement. Ce cours sera ainsi subdivisé en 3 parties: la poursuite, l'instruction et le jugement. Mais avant cela, je vous invite à liker la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur YouTube et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions terminologiques s'imposent. En effet, il ne faut pas confondre la procédure pénale et la procédure civile. Ce sont deux procédures différentes, à plusieurs égards, notamment par rapport à leur objet. En effet, dans une procédure civile, les intérêts sont d'ordre privé et ne touchent pas directement la société ou les intérêts publics. Il peut s'agir d'un litige familial ou lié à la personne, c'est le cas pour les questions de divorce, des questions sur la garde des enfants, sur la pension alimentaire, etc. Ou un litige professionnel entre un salarié et son employeur, par exemple sur des questions relatives à la rémunération, au licenciement, etc. Ou même des litiges engageant la responsabilité délictuelle d'une personne, autrement dit, une personne causant préjudice à une autre. Dans une procédure pénale, en revanche, les intérêts sont d'ordre public. La procédure pénale fait en effet référence à la défense des comportements, valeurs et normes essentiels au bon fonctionnement de la société. Les litiges ici touchent directement la société, donc il faut nécessairement une infraction. C'est le cas quand une personne commet un crime, un meurtre par exemple. Au-delà de la famille victime, le crime est considéré comme une infraction contre l'ensemble de la société. C'est pour cela d'ailleurs qu'habituellement, c'est l'État lui-même, par le canal du procureur de la République, qui engage la procédure pénale. Du coup, il existe un certain nombre d'organes qui n'interviennent que dans la procédure pénale. Il en est ainsi des organes de police et de certains organes judiciaires tels que le ministère public et le juge d'instruction. Donc voyons d'abord la poursuite. Retenez d'ores et déjà que durant la poursuite, la personne qui est poursuivie est appelée mis en cause ou suspect. La poursuite est la première étape du procès pénal, après l'enquête préliminaire bien sûr. La poursuite consiste au déclenchement de l'action publique. Elle peut être déclenchée par le procureur ou même par la victime de l'infraction, qui peut se constituer partie civile ou même citer directement une personne devant le juge pénal. Le procureur de la République déclenche la poursuite par 3 voies de droit, à savoir le flagrant délit, la citation directe et l'information judiciaire. Mais avant de vous expliquer ces 3 modes de poursuite, il faut préciser que le procureur de la République a aussi la possibilité d'abandonner les poursuites, soit par le truchement d'un classement sans suite, soit après une médiation pénale. Cependant, si le procureur de la République décide de poursuivre et choisit la voie du flagrant délit, qui est une procédure de comparution rapide devant la juridiction de jugement, cette procédure est réglementée pour l'essentiel par les articles 63 et 381 à 385 du Code de procédure pénale sénégalais. Il est utilisé dans 2 cas. En cas de flagrant délit, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, ou alors lorsqu'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour une infraction correctionnelle, ou encore lorsque cette personne reconnaît devant le procureur de la République avoir commis les faits constitutifs du délit considéré. Lorsque le procureur de la République décide de recourir à la procédure de flagrant délit, il interroge la personne déférée sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Ce, en présence de son avocat, il dresse à l'occasion un procès verbal d'interrogatoire de flagrant délit, qui est l'acte de saisine du juge des flagrants délits. Après avoir recueilli ces déclarations et permis éventuellement à son conseil de lui poser des questions, le procureur de la République peut décider de placer le mis en cause ou accusé sous mandat de dépôt. Il peut également le laisser en liberté provisoire. À côté de la voie de flagrance, il y a aussi la citation directe, qui est une procédure qui permet au ministère public
ou même à la victime de saisir directement la juridiction de jugement en informant le prévenu par exploit d'huissier de la date et du lieu de l'audience ainsi que des faits qui lui sont reprochés. L'exploit doit également préciser les textes applicables. Il est remis à l'intéressé contre signature de l'original. Lorsque la citation directe est faite à l'initiative de la victime, sa recevabilité sera subordonnée au versement d'une consignation fixée par la juridiction de jugement. À côté de ces deux voies de droit, on a enfin l'information judiciaire, qui est la procédure par laquelle le procureur de la République, par délivrance d'un réquisitoire introductif, demande au juge d'instruction de mener une enquête sur des faits qu'il considère comme une violation de la loi pénale. Le réquisitoire peut être délivré soit contre une personne ou des personnes dénommées, dans ce cas on parle de réquisitoire nominatif, soit contre un inconnu que le juge d'instruction devra identifier. Il doit cependant obligatoirement qualifier les faits et viser les textes de loi applicables, ce d'autant plus qu'il fixe la saisine du juge d'instruction. Il faut savoir que l'information judiciaire est obligatoire en matière criminelle. Elle est en effet la seule voie ouverte au procureur de la République en la matière. Cependant, en matière correctionnelle, la voie de l'information est utilisée lorsque les faits sont complexes et nécessitent des investigations poussées. C'est le cas par exemple lorsque l'auteur est inconnu ou en fuite. La deuxième phase de la procédure pénale qui est l'instruction. L'instruction, c'est la phase du procès au cours de laquelle le juge d'instruction, saisi par le parquet ou par une plainte avec constitution de partie civile, accomplit les actes utiles à la manifestation de la vérité. Cette instruction pénale est différente de l'instruction civile que l'on retrouve devant le juge de la mise en état. Ce juge va tout simplement poser des actes pour que l'affaire soit en état d'être jugée. Le juge va recueillir les différents documents, les différentes preuves pour permettre à ce que le dossier soit constitué et que l'affaire soit jugée définitivement. Mais le juge de la mise en état ne pose pas des actes utiles à la manifestation de la vérité, contrairement aux juges d'instruction en matière pénale. Au cours de cette étape du procès pénal, le magistrat instructeur recueille en effet les preuves de l'infraction et décide du renvoi devant la juridiction de jugement de l'inculpé. La personne n'est plus appelée suspect ou mis en cause, mais elle est appelée inculpée. Le juge d'instruction saisi est en principe tenu d'informer. Mais si les faits visés ne supportent d'aucune qualification pénale ou sont affectés par une cause d'extinction de l'action publique, prescription, abrogation de la loi pénale, amnistie, le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de non informé. Il est utile de préciser que si c'est la victime qui saisit le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile, elle engage sa responsabilité. En effet, l'article 422 du Code de procédure pénale prévoit que quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toute personne visée dans la plainte et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse peuvent, s'ils nuisent de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L'action à dommages et intérêts doit être introduite dans les 3 mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Le juge d'instruction possède des pouvoirs considérables. Il jouit d'une grande indépendance dans la conduite de l'instruction. Il est en effet libre d'apprécier l'utilité et l'opportunité des actes d'instruction nécessaires et dans l'ordre qui lui convient. Une fois qu'il a les preuves et qu'il estime que l'affaire mérite d'être jugée, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Et nous serons alors dans la dernière phase de la procédure, la phase de jugement. Et dans cette phase-là, la personne n'est plus appelée suspect, mis en cause ou inculpé, la personne est appelée prévenue. Il s'agit de la dernière phase de la marche du procès pénal, qui suit normalement la phase de l'instruction. Au cours de cette étape, les juridictions de jugement se prononcent sur la culpabilité des personnes poursuivies en rendant une décision de relax, d'acquittement ou de condamnation. Dans l'étude de l'étape du jugement, il s'agira d'analyser l'audience et les débats avant d'étudier la décision rendue au terme de la procédure.
L'audience et les débats occupent une place importante dans la prise de décision finale. C'est la raison pour laquelle ils sont régis par des principes directeurs, à savoir la publicité, l'oralité et la contradiction. D'abord, les débats ont lieu publiquement. Il s'agit de l'une des plus solides garanties des droits de la défense et d'une bonne justice. Le principe de la publicité des débats est posé par l'article 388 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, les audiences sont publiques. Mais ce principe souffre de quelques exceptions. En effet, le tribunal peut, en constatant que la publicité est dangereuse, par exemple, pour l'ordre et les mœurs, le tribunal peut ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu ou seront poursuivis à huis clos. C'est le cas dans la célèbre affaire Ousmane Sonko. Ensuite, les débats ont lieu oralement. C'est tout le sens du principe de l'oralité des débats. Contrairement à la procédure civile, qui est une procédure essentiellement écrite, la procédure pénale est marquée par l'oralité. À cet égard, les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement céder des documents avec autorisation du président. C'est ce qui ressort de l'article 438 du Code de procédure pénale. Enfin, les débats sont marqués par le principe du contradictoire. Les parties devant le tribunal sont placées à égalité. Le ministère public, la partie civile et le prévenu ont les mêmes droits, et notamment celui de poser des questions aux témoins. Concrètement, les débats commencent par l'appel des parties, à savoir le prévenu, la partie civile, éventuellement le civilement responsable, les témoins et les experts. Ensuite, il est procédé à la vérification de l'identité du prévenu, à qui le tribunal donne lecture de l'acte de saisine. Le président procède ensuite à l'instruction d'audience, qui commence généralement par l'interrogatoire du prévenu. Cet interrogatoire est ensuite complété par les questions des assesseurs du ministère public et éventuellement des conseils. Les témoins, qui avaient été au préalable isolés et experts, défilent ensuite à la barre pour déposer et répondre aux questions qui leur sont posées. Au terme de cette phase relative à l'administration des preuves, commence celle des observations, durant laquelle la partie civile est entendue. Puis, le ministère public, en ses réquisitions avant que le prévenu ne présente sa défense. Le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République, ainsi que la partie civile, peuvent user de leur droit de réplique. Mais en tout état de cause, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier. Il faut préciser que la constitution de partie civile, après les réquisitions du parquet, est irrecevable. Donc, pour faire une constitution de partie civile, il faut la faire avant les réquisitions du procureur. Une fois que toutes les parties se sont prononcées et que le président estime détenir suffisamment d'éléments pour décider, les débats seront clôturés. Le jugement pourra alors être rendu à l'audience, même où les débats ont eu lieu, ou alors à une date ultérieure qui sera précisée aux parties. On dit dans ce dernier cas que l'affaire a été mise en délibéré. Maintenant, à la décision finale, les juridictions peuvent rendre une variété de décisions dont les effets sont différents. On a par exemple les décisions avant du droit, dans lesquelles le juge ne statue pas sur le fond du procès. Ces décisions ne tranchent pas le fond, mais préparent simplement la solution du procès, en ordonnant des mesures qui permettent d'éclairer la juridiction. Parmi ces décisions, on peut mentionner celles qui règlent un incident ou rejettent une exception, par exemple exception de prescription, exception de nullité de la citation. On peut citer également les décisions qui ordonnent une mesure d'instruction ou qui statuent sur une demande de mise en liberté provisoire. Ces décisions ont la particularité de ne dessaisir la juridiction qui les a rendues. À côté des jugements ou des décisions avant des droits, nous avons les décisions d'incompétence, qui sont celles qui se prononcent sur la compétence, c'est-à-dire l'aptitude des juridictions saisies à connaître du procès. Cette compétence peut être matérielle, territoriale ou personnelle. En réalité, toutes les juridictions de jugement sont tenues de vérifier leurs compétences avant de statuer. Si le juge estime qu'il n'est pas compétent pour cette affaire, il prend une décision d'incompétence. À côté de cette typologie de décisions, nous avons aussi les décisions sur le fond, qui sont des décisions qui se prononcent sur le fond de l'affaire, qui tranchent le litige. Il peut s'agir d'un jugement de condamnation, d'un jugement de relax
lorsqu'on est par exemple devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel, ou un jugement d'acquittement lorsqu'on est devant la cour d'assises, c'est-à-dire devant la chambre criminelle. Et enfin, nous avons les décisions d'irrecevabilité, qui sont des décisions qui se prononcent en la forme pour déclarer l'action publique irrecevable. Par exemple, le tribunal peut déclarer l'action publique irrecevable lorsque le parquet déclenche l'action publique alors qu'il y a un obstacle aux poursuites. Il en est ainsi, par exemple, en cas d'immunité familiale, notamment en cas de vol commis par un fils au préjudice de son père, en l'absence de plainte préalable de la victime. Article 365 du Code pénal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.